Merci, merci Raphaël. Vous entendez nos applaudissements virtuels, mais qui sont néanmoins réels et chaleureux. Merci de cette présentation très détaillée. Je crois que tous ceux qui ne vous connaissaient pas et qui vous écoutent pour la première fois euh, comprendront pourquoi j'ai souhaité vous inviter, parce que je pense que vous êtes un très très bon connaisseur des politiques urbaines tokyoïtes et japonaises, et que la façon dont vous souhaitez aborder ces politiques, à la fois à partir d'une description très épaisse des différents projets urbains, mais aussi de la mobilisation du meilleur de la géographie radicale critique, c'est-à-dire notamment les travaux de David Harvey, hein, qui sont évidemment une référence, et qui sont d'ailleurs une référence, y compris lorsqu'on veut les discuter, enfin quand on les discute de façon critique. Je trouve que ça donne une orientation tout à fait intéressante et originale à vos propositions. Alors, je vous pose peut-être quelques remarques et une ou deux questions, puis ensuite, Vincent, si tu en es d'accord, chacun pourra y aller, mais traditionnellement, quand nous avons un invité plutôt du côté canadien, c'est Vincent qui commence, et quand c'est un invité plutôt du côté lyonnais, c'est moi. Absolument. Euh, je suis sensible à ce que vous avez montré dans votre présentation, euh, qui est une confirmation du caractère tout à fait central pour comprendre une société, des régimes de production de l'espace, hein. Euh, Pardonnez un vieux lefévrien comme moi, qui suis plus marqué encore par Henri Lefebvre que par David Harvey, de faire honneur à ce concept de production de l'espace et à l'enjeu de comprendre les logiques de production de l'espace, si l'on veut saisir la façon dont une société s'organise, hein, et nous retrouvons véritablement là l'analyse de Lefebvre lorsqu'il estime qu'une société produit l'espace nécessaire pour se reproduire, hein, en tant que société, dans ses organisations propres et dans ses contradictions propres, hein. C'est-à-dire la logique de production de l'espace, et vous le montrez, n'est pas une logique qui euh, anéantit ou neutralise les contradictions, hein. C'est-à-dire c'est même plutôt une logique qui a tendance à exacerber les contradictions. Jusqu'à votre conclusion finale, on y reviendra, qui, vous le savez, est tout à fait raccord avec la théorie marxiste classique, hein, puisque dans Marx, on trouve cette intuition absolument géniale du caractère autophage du capitalisme, hein, du caractère cannibale du capitalisme. Ça, c'est quelque chose qui est assez peu souvent mis en évidence dans les travaux marxistes, mais il y a chez Marx vraiment des passages où on montre que finalement, une des destinées du capitalisme, c'est de se consumer en quelque sorte, hein, de se consommer et de se consumer par sa consommation. Et c'est un peu ce que vous montrez, et c'est évidemment quelque chose de très saisissant. Et la production de l'espace, c'est ça aussi, c'est une production qui s'appuie sur, y compris ces contradictions internes aux sociétés, et qui les exacerbe et qui les transforme en levier d'action. De ce point de vue-là, je crois que vous avez tout à fait raison, mais c'est une discussion qu'on pourrait avoir au sein du séminaire, hein, parce que c'est une proposition qui est évidemment une proposition très dérangeante, hein. Mais je pense que ce que vous dites sur le fait que les politiques japonaises, urbaines, deviennent petit à petit des politiques qui cherchent à organiser l'inégalité comme principe directeur, comme principe d'action, hein, comme principe directeur de l'action, dans la mesure où l'inégalité est conçue comme nécessaire à la réalisation des finalités de la société. C'est quelque chose de très perturbant, mais quelque chose qui a été bien documenté, par exemple dans un tout autre domaine par le sociologue français François Dubé, qui, analysant les politiques scolaires, a écrit ce livre extrêmement iconoclaste il y a quelques années, qui s'intitule La préférence pour l'inégalité. C'est-à-dire qui montre en gros comment on organise un système pour qu'il soit préférentiellement tourné vers l'accentuation des inégalités. Alors évidemment, c'est une chose qu'il faut discuter, mais je pense effectivement que c'est peut-être une des apparitions les plus récentes du système économique. Alors est-ce du capitalisme ou autre chose? Ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir dans les 20 dernières années, et je pense que vous le montrez assez bien. Mais ce que vous montrez aussi, et c'est peut-être une question que je voudrais vous inciter à approfondir là, c'est que, bon, souvent,
ce qui est un peu agaçant quand on lit David Harvey, alors qui est par ailleurs sans doute le meilleur spécialiste de Marx aujourd'hui, hein. Il fait même des cours de philosophie marxiste un peu partout au monde, parce qu'il connaît Marx mieux que Marx, hein. Donc lui-même se connaissait. C'est stupéfiant, hein, la connaissance de Marx par David Harvey, fondée sur une lecture extrêmement précise de Marx. Parfois, le capitalisme apparaît comme une boîte un peu trop abstraite, vous voyez, comme quelque chose d'un peu trop monolithique et abstrait. Vous, ce que vous nous montrez, et j'aimerais revenir là-dessus, Raphaël, c'est que quand même ce que vous appelez le capitalisme est opéré par des acteurs, par des agences d'action, hein, qui sont des agences privées, des agences publiques. Et peut-être, je voudrais vous demander d'aller un peu plus précisément dans l'analyse de ces agences. Vous nous avez parlé des méga promoteurs, hein, des grandes foncières, avec cette spécificité japonaise d'avoir des foncières de grands groupes et des foncières de ferroviaires. Ça, c'est un truc très particulier au Japon, même si ça se retrouve sans doute dans d'autres pays, la Corée en partie, etc. Mais quand même vraiment une spécificité japonaise. Mais y a-t-il d'autres acteurs fonciers immobiliers de taille et de niveau intermédiaire? Y a-t-il des opérateurs immobiliers alternatifs qui apparaissent récemment, comme on a vu par exemple récemment dans les villes européennes apparaître, y compris dans des milieux très capitalistes comme Zurich, on a vu apparaître des opérateurs immobiliers coopératifs. Aujourd'hui à Zurich, plus de la moitié de la production neuve, je crois, est opérée par des acteurs coopératifs. Euh, donc, quel type d'autres acteurs interviennent? Et vous avez parlé rapidement des habitants, mais moi, ce qui m'interroge aussi, c'est comment les habitants sont-ils réinsérables dans vos analyses, non seulement comme clients, mais aussi comme acteurs, hein. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, c'est-à-dire pas simplement des consommateurs de produits finaux, mais aussi comme des opérateurs qui, par leur stratégie personnelle, font bouger ou pas le système. C'est-à-dire comment réagissent-ils? On les sent revenir un peu vers les centres, mais est-ce qu'il y a pour autant une dévaluation complètement d'une sorte d'idéal résidentiel périurbain qui a quand même été vendu aussi et qui a été approuvé par une partie de la population? Donc comment se place-t-il comme acteur là-dedans, hein? Vous voyez, je crois, où je veux en venir. Donc comment on arrive à enrichir ça, et peut-être avec une question complémentaire, puis vous ne répondez pas à tout, hein, parce que là, on n'est pas à un oral justement d'examen, mais c'est plus des remarques que je me fais en vous écoutant, parce que c'est extrêmement riche. Ce que vous montrez pour Tokyo, comment ça se passe dans des métropoles plus petites que Tokyo au Japon, intégrées néanmoins dans le système mégapolitain du Tokaido, ou plus à l'écart. Nous sommes allés ensemble à Sendai, par exemple. Que se passe-t-il, par exemple, dans ces zones qui ont été en particulier très touchées par le tsunami, le grand événement de 2011? Que se passe-t-il au sud? Que se passe-t-il à Osaka? Est-ce exactement comparable ou est-ce un peu différent? Voilà, peut-être si vous avez l'occasion, une demande de précision là-dessus. Euh, J'avais aussi une question, mais vous en avez un peu parlé, donc je le note pour mémoire, mais n'y répondez pas forcément. C'était aussi une volonté de comprendre comment ces grandes foncières, ces grands acteurs urbains, dans les 15 dernières années, sont devenus aussi des opérateurs mondiaux, des opérateurs de la mise en place du système urbain globalisé. Comment ces foncières investissent en Chine, en Corée, à Singapour, en Indonésie, où le Japon est assez présent. Voilà, comment finalement y a-t-il un autre shift, hein, et un autre fixe qui serait par transposition dans d'autres espaces géographiques, hein? Voilà, c'est une remarque, je n'ai pas la réponse, hein, c'est vraiment une question que je me posais en vous écoutant. Et puis la dernière question que je voudrais lancer en l'air de la discussion, c'est une question qui va évidemment revenir à nos préoccupations sur la question anthropocène. Et je suis très content que vous interveniez aujourd'hui, Raphaël, parce que c'est une manière pour moi aussi de signaler à ceux qui nous écoutent que parler de mise en système de l'urbain, de l'urbanisation planétaire et du changement global, ça n'est pas renoncer à comprendre les logiques de l'urbanisation planétaire, hein. C'est-à-dire qu'il faut continuer de travailler sur l'urbanisation planétaire en tant que.
hein. Et là, vous contribuez magnifiquement à cela. Mais la question que je me pose, c'est, parce que j'avais examiné un peu la chose au moment de la construction du projet Jeux Olympiques, c'est comment la dimension que j'appellerais environnementale, faute de mieux, je n'aime pas trop employer le mot environnement aujourd'hui pour qualifier les, 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 les réalités biophysiques et de forçage des systèmes biophysiques qui sont en jeu dans le changement global, mais employons aujourd'hui environnemental, faute de mieux, comment la réalité du changement global entre ou pas aujourd'hui dans ces politiques de régénération urbaine, et si elle rentre, comment vient-elle ou pas perturber le jeu du fixe, hein, enfin la manière dont cette fixation dans l'espace produit et dans le processus de production de l'espace des enjeux et des intérêts d'acteurs de la production urbaine, comment le changement global intervient ou pas aujourd'hui là-dedans. Est-il considéré comme une externalité négative qu'il faut financer via les logiques classiques de financement? Faut-il au contraire considérer que ça devient un nouveau composant interne au système, c'est-à-dire qu'on essaie de métaboliser en quelque sorte dans la logique de la production ces dimensions du changement global? Je ne suis pas sûr d'être très clair dans ma question parce que je ne suis pas sûr d'être très clair moi-même dans ma tête là-dessus, mais comment vous appréhendez-vous la chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre ligne de mire, en quelque sorte, pour l'analyse des prochaines années? Tout dernier point, je suis assez souvent critique par rapport au travail de David Harvey pour plein de raisons, mais alors je trouve le concept de spatial fixe génial, et notamment pour ce qu'il en est de ce que vous avez très bien signalé. En fait, dans le spatial fixe, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est notamment le point 2 et le point 3 du fixe. C'est le fixe comme élément to fix, hein, de réparation de quelque chose qui n'est pas en bon état, donc une réparation particulière. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, les logiques de réparation, vous savez, sont des logiques anthropocènes qui commencent à se développer, et là, on a deux logiques antagonistes de réparation. Il y a une réparation de type capitaliste et une réparation de type anthropocène qui ne sont peut-être pas les mêmes types de réparation. Et puis, je trouve que le fixe comme addiction, enfin, fixe as addiction, c'est absolument génial, parce qu'il y a effectivement quelque chose dans cette phase contemporaine de développement mégapolitain qui renvoie à l'addiction au capital, à l'addiction à la valorisation foncière. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas fait à tous, Alpha City, de notre collègue sociologue anglais Atkinson, qui vient de sortir sur Londres depuis 20 ans, hein, et sur le développement en particulier de Londres comme l'Alpha City, hein, vous voyez, en référence au mal alpha, hein, des éthologues, hein, l'Alpha City des Global Cities mondiales, et qui montre une véritable intoxication au projet immobilier de grande hauteur, hein, en particulier une véritable intoxication au développement de la skyline, hein, avec là aussi une analyse très serrée par Atkinson des capitaux utilisés. Et d'ailleurs, c'est aussi une question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que dans ces capitaux utilisés, il n'y a pas aussi un peu de capitaux blanchis? Parce que c'est ce que Atkinson montre pour Londres, hein. Il montre une incroyable euh, proportion dans le capital immobilier et dans le capital du développement de la rente foncière. Il montre la très grande présence des capitaux, des narco-capitaux, des capitaux mafieux, et en gros, il démontre comment le skyline de Londres fonctionne comme une machine à blanchir. Ainsi que le développement de quartiers riches, résidentiels, pour les super riches. Et là aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on peut vous poser comme question. Où se situent les super riches de Tokyo? Comment alimentent-ils eux aussi ce mécanisme? Et eux aussi entrent-ils dans le jeu d'une préoccupation environnementale nouvelle? Bon, bref, vous voyez toute une série, une foultitude de questions à la hauteur de l'intérêt et de la, de la qualité de ce que vous nous avez présenté cette nuit pour vous, et bravo pour tenir à 1h18 du matin encore et répondre à ce bombardement de questions.
Merci Michel pour vos questions. Alors, je vais peut-être effectivement pas répondre à tout. Voyons. Je pense que sur, sur les boîtes noires, et je vais en profiter pour parler aussi des capitaux blanchis et où sont les super riches. Je pense que enfin, ma façon d'appréhender l'urbain, c'est un immense dispositif alors pas seulement de contrôle, mais effectivement un immense dispositif de fabrication de boîtes noires, où l'enjeu est toujours de faire croire que l'environnement bâti est naturel ou logique, et de dissimuler un certain nombre de boîtes noires dans la prise de décision, dans le financement, qui effectivement permettent de capter un certain nombre de choses, et en particulier de l'argent blanchi. Néanmoins, je me demande si avec le développement des crypto-monnaies, la valeur, on va dire, subversive de l'urbain pour le blanchiment d'argent n'est pas en train de se faire phagocyter par exemple, les bitcoins. Et donc, je suis plus certain que la criminalité ait besoin de Casino City pour blanchir de l'argent. Et je me demande si les bitcoins ne vont pas remplacer ce besoin d'espace, en tout cas jusqu'à présent, puisqu'on sait que le développement du bitcoin est essentiellement adossé à la criminalité. Ensuite, sur comment ça se passe dans les autres métropoles japonaises, je pense qu'il y a deux situations. La première situation, ce sont des micro-Tokyo ou des petits Tokyo, et en particulier Osaka, qui est un peu la petite Tokyo, même si le problème d'Osaka a toujours été Tokyo, et en particulier Osaka perd des habitants au profit de Tokyo, par exemple, perd également des entreprises au profit de Tokyo, perd des capitaux au profit de Tokyo. Donc Tokyo est une sorte d'immense aspirateur national, y compris de ses alter-ego, et en particulier Osaka, et on retrouve là certainement une forme de cannibalisme. Néanmoins, Osaka fonctionne pareil, avec les mêmes mécanismes de renaissance urbaine, le même mécanisme d'attraction de sièges sociaux étrangers, et également le même événementiel, puisque vous savez que la prochaine exposition universelle, après Dubaï, c'est Osaka 2025, avec ce doublé Tokyo 2020 pour les JO, Osaka 2025 pour l'Expo universelle. Et donc, on a des effets miroirs comme ça. Et puis, la deuxième catégorie de villes, ce sont des villes qui se sont faites complètement phagocytées, c'est-à-dire vidées de leur substance, et ne reste du coup que ce que j'appellerais, alors c'est caricatural et c'est exagéré évidemment, mais que ce que j'appellerais l'urbain ordinaire, c'est-à-dire la pure reproduction. Mais on n'est plus dans l'urbain d'exception, où c'est le capital globalisé, le grand capital, où c'est les régimes d'exception, de dérogation à l'aménagement, où c'est les nouveaux Olympiens de la finance qui viennent habiter des immenses développements verticalisés en superblocs, etc. Donc on a véritablement la reproduction du capital versus donc la ville ordinaire versus la reproduction de la main-d'œuvre, c'est-à-dire l'urbain ordinaire, versus la reproduction du capital, c'est-à-dire l'urbain d'exception, en quelque sorte. Et un véritable gap entre les deux. Donc, ces villes se seraient faites vider de leur substance de ce qui fait l'exceptionnel de l'urbain, en quelque sorte, qui aurait été phagocyté par les grandes métropoles, en particulier Tokyo, Osaka et cette catégorie-là de villes, selon les mêmes mécanismes, mais à des échelles du coup différentes. Ensuite, peut-être pour répondre à la question sur l'Anthropocène, qui est quand même le sujet le plus important, puisque c'est autour du séminaire Anthropocène que ces présentations ont lieu. Disons que il y a, je pense, des réponses contradictoires à apporter certainement, et je suis encore plus confus certainement que vous ne l'êtes vous-même. Lorsque vous dites que vous étiez confus dans vos questions, je suis certainement encore plus confus dans mes réponses. Mais il y a effectivement un point où... alors, ce que j'aime à Tokyo, c'est que pour moi, c'est la ville anthropocène par excellence, puisque les Jeux Olympiques ont été encadrés par deux événements anthropocènes majeurs, qui est une explosion nucléaire en 2011, c'est-à-dire l'année où Tokyo a déposé le dossier de candidature pour les Jeux Olympiques. Mars 2011, Fukushima explose. Septembre 2011, Tokyo dépose le dossier pour les Jeux Olympiques. Et puis ensuite, 2020, la pandémie Covid-19, qui est aussi un événement anthropocène et qui frappe de nouveau Tokyo, et en particulier les Jeux Olympiques. Donc pour moi, l'anthropocène, c'est l'alpha et l'oméga des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
que ce soit Fukushima et Covid. Ce qui fait que Tokyo, mécaniquement, devient la ville exemplaire de l'Anthropocène. Ce que l'on observe, c'est que autant Fukushima et le nucléaire est un des marqueurs de l'Anthropocène, si j'ai bien compris, puisque c'est dans les couches du sol que le nucléaire s'accumule et marque l'Anthropocène comme une couche géologique. Le nucléaire n'a pas eu d'impact sur Tokyo. En gros, il n'y a pas eu de perte de population, il n'y a pas eu de perte d'investissement, et le degré zéro de l'impact, c'est que Tokyo a eu les Jeux Olympiques alors qu'il y a eu Fukushima 2 ans et demi avant l'élection de Tokyo comme ville hôte. Donc il n'y a pas eu d'impact nucléaire. En revanche, la pandémie a eu un impact majeur puisqu'elle a vidé Tokyo de son public. Alors pas forcément de ses habitants, mais de son public et donc du coup de son rayonnement, momentanément. En tout cas, il est devenu virtuel. Il n'est plus devenu présentiel. Et donc, il y a effectivement là, certainement, une bascule anthropocène de l'événementiel et du développement urbain par l'événementiel à interroger. Mais je n'ai pas de réponse précise plus que cette remarque-là. Et puis ensuite, sur d'autres éléments anthropocènes plus locaux, on ne peut pas dire, on ne peut pas nier que Tokyo ne souffre pas plus qu'ailleurs de l'îlot de chaleur urbain. En particulier dans une dynamique où le vieillissement de la population rend la population plus fragile encore à l'Anthropocène. Et donc, encore une fois, Tokyo et le Japon sont certainement des laboratoires d'observation privilégiés, puisque l'Anthropocène s'y trouve plus violent qu'ailleurs, et la fragilité des populations urbaines vieillissantes s'y trouve plus exacerbée qu'ailleurs. Et donc, certainement, il y aura des choses à creuser à ce niveau-là. J'aime bien, Raphaël, la réponse que vous faites sur Tokyo, qui va faire sans doute plaisir à Vincent aussi. Tokyo, mégapole anthropocène par excellence. Effectivement, ce que vous venez de dire sur la relation entre les événements anthropocènes et les Jeux Olympiques est tout à fait juste. Pardonnez-moi de revenir un tout petit peu à la charge là-dessus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, à votre connaissance, dans des projets municipaux, enfin gouvernementaux ou des projets privés, une utilisation, par exemple, de la volonté de restaurer des écosystèmes ou de relancer une politique de protection de la biodiversité ou un travail particulier de recherche d'une nouvelle qualité des eaux dans une ville où la problématique de l'eau est quand même très, très particulière. Vous voyez, des éléments qui sont... vous avez parlé de l'îlot de chaleur, vous avez parlé de la chaleur dans une ville qui est très climatisée par ailleurs. Comment la neutralité carbone de la production énergétique est-elle abordée et intégrée dans les politiques urbaines? Voilà, c'était aussi ça qui m'intéressait de savoir. Et dans la mesure où, là encore, je ne vous demande pas forcément une réponse parce que c'est évidemment des choses assez complexes, j'imagine, et qui ne sont pas intégrées dès le départ dans les logiques de production que vous avez étudiées. Alors, peut-être 2 points qui ne sont pas forcément des réponses, mais qui sont des remarques. Le premier point, c'est que avec la bascule qualitative de l'urbain, l'environnement est devenu non seulement un élément recherché par les habitants, mais aussi une valeur assurantielle pour l'immobilier, puisque l'immobilier qui ne valorise pas l'environnement est décoté par rapport à l'immobilier qui le valorise. Donc, il y a comme ça des phénomènes de déclassification d'un immobilier obsolète via un immobilier beaucoup plus tourné vers l'environnement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à Tokyo, en particulier, mais ça doit être vrai ailleurs aussi, mais à Tokyo, c'est d'autant plus vrai, je trouve, l'environnement est devenu un enjeu politique entre différents niveaux de gouvernance. Et en particulier, l'environnement a été saisi par les gouvernements locaux, et en particulier la gouverneure de Tokyo, Koike, dans ses luttes et dans ses oppositions personnelles à d'autres niveaux politiques, en particulier le gouvernement central, et c'était surtout le cas pour l'ancien gouvernement de Abe. Et durant les Jeux Olympiques, le président du comité d'organisation, qui était Mori, un ancien Premier ministre, qui était très proche de Abe et qui, pour plein de raisons générationnelles, politiques, mais aussi certainement genrées, est entré régulièrement en conflit avec la gouverneure de Tokyo. Et donc, du coup, la gouverneure de Tokyo, de façon extrêmement maligne et intelligente, avait saisi les enjeux environnementaux comme levier d'action et de contestation
face à ces deux poids lourds politiques qui étaient le comité d'organisation olympique, l'ancien Premier ministre et le Premier ministre de l'époque, pour obtenir des négociations et des concessions dans l'aménagement de la ville, et pas que les infrastructures, mais l'ensemble de l'aménagement de sa métropole. Merci beaucoup, Raphaël. Vincent, un petit mot peut-être quand même. Je sens que... Et alors, c'est toujours le problème. Quand c'est ton tour, avant moi, tu dis toutes les choses importantes et essentielles. Tu as déjà posé toutes les bonnes questions. Et donc, c'est très difficile de faire un suivi. Néanmoins, évidemment, j'ai pensé à beaucoup de choses et j'ai fait toutes sortes d'associations qui ne sont pas toujours reliées au contenu même de la présentation. Et je m'en excuse, mais c'était une excellente présentation. Et pour moi, c'est toujours un peu le feu d'artifice, c'est-à-dire qu'on parle de tels éléments, puis, je veux dire, mais bien sûr, il y a ça, puis, mais bien sûr, il y a ça, et c'est très difficile de rester concentré sur un des sujets. Je trouve que la question de la verticalisation est vraiment intéressante, je me souviens d'une de mes premières entrevues, je pense que c'était chez Mitsui, il m'expliquait, on était très haut dans l'immeuble, c'était un des immeubles qui était près du palais impérial, et il m'expliquait, il me disait, mais dans le fond, vous savez, on peut pas construire plus haut parce qu'on ne peut pas surplomber l'empereur. Hein. Et donc, il y a des limites à la hauteur des immeubles que l'on peut construire parce qu'on ne peut pas être plus haut que l'empereur. Et donc, j'ai immédiatement pensé à ça en voyant les premières images que vous aviez présentées. J'ai beaucoup apprécié, évidemment, la place importante que vous avez accordée à la question de la crise et de l'éclatement de la bulle et la crise financière qui s'en est suivie et l'état des mauvaises créances aussi qui a joué un rôle dans la dévaluation et en fait dans la prolongation de cette espèce d'éclatement de bulle qui s'est fait vraiment de façon très très longue avec plusieurs révélations au fur et à mesure que on a découvert l'étendue des mauvaises créances et de la dette. Je trouve que la question de l'étalement urbain est vraiment alimentée par, excusez-moi, vraiment les appels publicitaires infernaux. Je trouve qu'il y a vraiment une question très importante parce que pour moi, elle est associée aussi à la préoccupation autour de la crise démographique. Et ici, il me semble que dans votre présentation, il y a plusieurs éléments qui viennent jouer un rôle. Le premier, c'est d'une part, on a une population vieillissante, et je me dis, mais comment est-ce que l'aménagement urbain et ces logiques vont permettre d'accommoder cette population vieillissante. On a aussi l'impression, et là j'aimerais vous entendre là-dessus, que dans le fond, même si la population vieillit, Tokyo continue à attirer énormément de monde, même d'Osaka et des régions. Donc elle arrive encore à ne pas trop se réduire, bien que, d'après ce que j'ai entendu, il y a quand même des effets de réduction de la métropole. Et donc j'essaie en vous écoutant, j'essayais de comprendre un petit peu comment ces logiques s'articulaient. Et dans le centre-ville ou dans les quartiers un peu périphériques du centre-ville, mais qui sont quand même des quartiers du centre, mais aussi le long des voies ferroviaires. Donc je réfléchissais également à la question du Covid, en effet, comment est-ce que le Covid affecte l'occupation des immeubles et la spéculation immobilière centrale, notamment par les grands keiretsu. Quelles sont leurs stratégies? Est-ce qu'il y a des stratégies, d'une part? Et s'il y en a, quelles sont-elles pour essayer de répondre justement à cette crise? Vous l'avez évoqué dans votre présentation, on insiste un peu plus sur l'aspect commercial et on mise sur le tourisme, mais là, le tourisme, ces temps-ci, ça ne va pas très bien. Et j'ai beaucoup aimé ces idées de cluster, là, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça m'a tout de suite fait penser au premier projet de Mori, de Roppongi Hills, par exemple, où on a délogé peut-être 500 ménages pour pouvoir faire cette espèce de projet gigantesque qui est axé sur
le tourisme et le loisir. Hein. Il y a des cinémas, il y a une galerie d'art qui est très belle. Hein, enfin, il y a un hôtel, il y a toutes sortes de choses. Enfin, on est vraiment dans la logique que vous évoquez dans votre présentation. Donc voilà, je veux pas. J'ai d'autres choses, mais je veux pas trop prendre la parole. Merci pour vos remarques. Alors, juste, je vais partager quelque chose très rapidement. Quand vous avez parlé du palais impérial, je pense que vous voyez ce schéma. C'est un schéma que j'avais publié dans un article où, effectivement, à gauche, vous avez le palais impérial ici, et puis vous voyez la Marunouchi, donc le centre, le CBD, qui s'incline en quelque sorte avec des hauteurs de plus en plus faibles au fur et à mesure qu'on s'approche. Et ça, c'est l'agence impériale qui négocie très âprement pour demander à ce qu'on abaisse pour pas que les gens aient accès à l'intimité de la famille impériale. Donc, on a des logiques non économiques qui impulsent des modifications de hauteur aussi sur le bâtiment. Oui. Et d'ailleurs, je m'excuse, je vous interromps, mais j'ai aussi pensé, quand on a pensé à la verticalisation, j'ai pensé à cette espèce de reconstruction de la Sky Tower là, à Asakusa. Et je me disais, mais enfin, n'ont-ils pas appris les leçons de l'histoire, puisqu'on parlait des années 30, alors qu'il y avait une tour à Asakusa qui a été démolie par les tremblements de terre. Et là, on est reparti pour un tour. Enfin, mais c'est une parenthèse, excusez-moi. L'avenir nous le dira. En tout cas, en 2011, elle n'a pas été effondrée alors qu'elle était en travaux. Donc bon, c'est déjà pas on verra mal. ce que ça donne. C'est déjà pas mal. Sur Roppongi Hills, c'est très très intéressant. Et là, je vais peut-être pouvoir dire 2 mots sur quelque chose que je n'ai pas évoqué. C'est que je pense que dans le séquençage, il y a quelque chose qui s'est joué sur 40 ans qui est très important. Roppongi Hills, il a mis en gros une trentaine d'années à se faire, en particulier pour des raisons de remembrement foncier, parce qu'il a fallu racheter, négocier, éventuellement exproprier, et ça a pris 30 ans. Et ça a commencé avant la bulle, ce projet, avant la bulle des années 80. Et en fait, je soupçonne une mécanique qui n'a pas été forcément impulsée, mais qui a été très opportuniste dans l'enchaînement, où les années 80 de bulle ont conduit à un investissement massif, y compris les petits porteurs qui investissaient. Tout le monde investissait en bourse sur des actions dans lesquelles le foncier était compris dedans. Et lorsque la bulle a été dégonflée, tout le monde a vendu, un peu en catastrophe. Et les années 90, qui sont des années de restructuration, sont aussi, je pense, des années de concentration de la propriété foncière. Et la raison pour laquelle, en 2002, avec la renaissance urbaine, on peut redévelopper la ville en super blocs, c'est parce qu'on a préalablement concentré la propriété foncière après le dégonflement de la bulle, dans les années 90, dans un nombre très restreint de propriétaires. Et donc, dans le séquençage, on a post-bulle qui permet un remembrement foncier sur des mécanismes économiques post-crise, qui permettent ensuite, 2002, un redéveloppement en super-blocs sur du foncier facilement remembré, sans problème de délai, et ensuite en 2010, où on va valoriser à l'international un foncier et un immobilier redéveloppé. Donc je pense qu'il y a un séquençage intéressant. Le problème, c'est que je n'ai pas réussi à avoir d'accès sur qui possède quoi avant et après la bulle, c'est-à-dire les transferts fonciers. Et je n'ai pas vu de travaux là-dessus, mais il en existe peut-être. C'est en tout cas une hypothèse de séquençage. Oui, c'est vraiment intéressant. Oui. Et c'est pour ceux qui connaissent peut-être pas bien, Roppongi Hills, c'était vraiment le plus grand projet immobilier du Japon à l'époque. Enfin, il y en a d'autres maintenant, mais... Et maintenant, des Roppongi Hills, il y en a plein. Voilà, oui. Mais c'était vraiment spectaculaire, monumental. Enfin, ça a suscité toutes sortes de... Donc, c'est vraiment c'est quelque chose d'extrêmement important. Sur la question du Covid, peut-être que je botte un peu en touche, d'autant que j'ai peu de choses de véritablement particulier ici, parce que je n'ai pas eu le temps de bien voir encore, je viens d'arriver. Sur, en revanche, le vieillissement de la population, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a, dans un premier temps, des phénomènes de contraction de la population, c'est-à-dire du mitage inversé, où en fait, avec la disparition des occupants dans les pavillons de banlieue, on a une sorte d'abandon progressif en tâche de léopard, qui est ensuite accéléré par des politiques publiques, où les collectivités locales vont décider quels quartiers vont servir d'espace de redéveloppement à l'échelle locale, en particulier autour des gares, et quels quartiers vont être abandonnés. Ce qui suppose un abandon lent, une mort un peu agonisante, où on va
progressivement enlever des services publics, qui par effet domino vont faire partir des services privés et des activités économiques privées, qui par effet domino vont ne pas faire venir de nouvelles populations, qui ensuite vont faire mourir progressivement les populations vieillissantes restantes, et puis après, ça sera juste des périphéries, des involutions urbaines, en fait. En revanche, je dirais que le redéveloppement du centre, et là je renvoie aux travaux d'Arnaud Simon, le redéveloppement du centre de Tokyo est dû très certainement aussi au vieillissement. Non pas au vieillissement du capital, mais au vieillissement des détenteurs du capital, et en particulier du capital foncier. Parce qu'on sait depuis Piketty qu'on a le revenu qu'on tire du capital supérieur au revenu qu'on tire du travail. Or, le capital est de plus en plus concentré dans des mains de populations vieillissantes. En tout cas, c'est la thématique des boomers, en quelque sorte. Et au fur et à mesure que les boomers fuient les grandes villes pour des raisons essentiellement peut-être aussi environnementales et anthropocéniques, de réchauffement, etc. Ils concentrent le capital, et en particulier l'investissement foncier, dans les centres-villes, et ils ont tout intérêt, du coup, à développer des dispositifs spatiaux d'appréciation de la rente foncière avec ces effets de spatial fixe, de sécurisation, de politique publique entrepreneurialiste, etc. Donc je pense que le redéveloppement des centres urbains est corrélé au transfert de plus en plus évident du capital foncier et immobilier aux mains d'une population vieillissante non productive, rentière. Oui, merci. Ah, Michel, on vous entend pas. C'est intéressant comme hypothèse, et je me demande si Arnaud Simon n'est pas dans la salle virtuelle. Peut-être voudrait-il, je me permets, hein, puisque le séminaire, c'est pour ça, je ne voudrais pas le prendre au dépourvu, mais peut-être pour lui demander un écho à cela ou un commentaire à ça, si Arnaud on était d'accord, s'il en avait la possibilité. Oui, bonjour. Donc, si vous me prenez un petit peu au dépourvu, parce que je suis dans le métro, donc je ne garantis pas la continuité de mon commentaire. Désolé. Mais oui, juste pour dire un mot, avec Raphaël, nous avons coécrit un article où on posait l'égalité entre les dynamiques de financiarisation de l'urbain et les dynamiques de métropolisation. Et c'est une égalité qui est quand même assez intéressante. Par exemple, la fameuse loi SRU en France, qui est une loi qui, au départ, avait pour objectif, désolé pour les annonces RATP en parallèle, donc la fameuse loi SRU, qui au départ avait un objectif de mixité sociale, on peut s'interroger pour savoir si aujourd'hui elle n'est pas devenue un outil de métropolisation pour continuer à créer ces métropoles. Voilà, je m'arrêterai là pour le commentaire parce que je ne veux pas vous imposer les bruits RATP. Merci. Je suis désolé de vous avoir pris au dépourvu, mais je pense effectivement que vous mettez le point sur quelque chose que Raphaël a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire aussi comment un certain nombre d'instruments qui ont pu être au départ des instruments tournés vers la volonté de promouvoir une société urbaine plus inclusive deviennent paradoxalement des instruments de contournement de cette volonté et même de retournement de cette volonté où finalement c'est une manière de permettre dans certains lieux le maintien d'un dispositif d'inégalité comme dispositif créateur en fait de valeur. Hein, et on voit en France, je pense que c'est quelque chose qu'Arnaud Simon connaît bien mieux que moi, comment certaines communes, par exemple, se targuent de ne pas, remplir les objectifs de la loi SRU et de préférer payer les amendes comme un élément pratiquement de réclame en matière de politique publique, hein, ce qui est évidemment absolument déconcertant. Mais il y a peut-être aussi un autre effet indésirable de la loi SRU, c'est que Votre micro, Arnaud.
Peut-être avant qu'Arnaud ne revienne, Raphaël, peut-être pour revenir un peu à la charge tout à l'heure sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'aspiration des habitants. Là, vous avez parlé effectivement des aspirations des habitants comme investisseurs, mais comment, j'allais dire, la population ordinaire, dans sa vie ordinaire, la population qui n'est pas forcément acteur du jeu foncier immobilier, hein, et de la valorisation du spatial fixe. Comment les habitants appréhendent-ils, eux, ces évolutions et ces enjeux à la fois actuels et futurs? Alors, pour on va dire, la cible standard, c'est-à-dire le jeune couple avec enfants peu nombreux, donc 1 ou 2 enfants, je dirais qu'on a souvent dit, enfin j'ai souvent entendu dire qu'il y a eu un retournement d'appréciation, enfin de rêve urbain de la banlieue vers les tours qu'on redéveloppe dans les espaces centraux. Mais je ne suis pas certain que ce retournement soit si général que ça et si fort que ça, parce que je connais quand même un nombre assez important d'individus qui, une fois qu'ils ont des enfants, partent en banlieue pour les élever dans un pavillon ou dans un appartement de petit collectif. Donc, je suis assez mitigé sur cette réalité. Je pense que la différence se fait certainement sur la classe sociale. C'est-à-dire que la classe sociale, pardon, des jeunes couples avec ou sur le point d'avoir 1 ou 2 enfants d'une classe sociale aisée aura peut-être effectivement tendance à rester dans les centralités urbaines, et les équivalents d'une classe sociale plutôt moyenne aura tendance effectivement à rester dans du périurbain plus ou moins proche des centres-villes. J'ajoute à cela des marchés de niche qui se développent. Je connaissais par exemple le professeur Yui à Hiroshima avec la professeure Kudo à Gifu, qui travaille sur le marché de femmes célibataires et qui a montré qu'était en train de se développer une offre de niche pour cette population-là, à proximité de gares, dans des espaces sécurisés, du T2 bis, dans du petit collectif à 5 minutes d'une gare bien desservie, et qui serait plutôt bien plébiscité par la population. J'ajouterais peut-être un troisième profil, celui des célibataires, qu'ils soient hommes ou femmes, peu importe, alors c'est pas du coopératif, mais qui aurait tendance à opter pour un nouveau produit immobilier qui est une sorte d'immense dortoir où chaque individu a sa chambre, mais où l'ensemble des facilités et des aménités est partagé, qui permet pour le promoteur de faire augmenter, ou en tout cas de maximiser la surface immobilière louée à l'individu, puisqu'elle est débarrassée d'un certain nombre d'équipements qui sont mutualisés à l'ensemble de la communauté. Et vous pouvez avoir comme ça des immeubles d'une centaine ou de 100, 150 célibataires qui partagent l'ensemble des facilités du logement à l'exception de la chambre, et à des prix tout à fait raisonnables lorsqu'on le pense à l'échelle individuelle, mais complètement prohibitifs lorsqu'on le rapporte à la surface. Merci beaucoup. Peut-être une petite dernière, sauf s'il y a des gens qui veulent poser des questions, Raphaël, mais il va falloir qu'on vous laisse aller dormir quand même. Ce serait pour toi. Vous avez vu que ce séminaire a réuni quand même des personnes à Tokyo, à Ottawa, à Lyon et à Paris dans le métro, hein. Donc, c'est quand même un séminaire furieusement anthropocène, lui aussi. Ouais, c'est très bien. Dans la perspective de la décroissance démographique liée au vieillissement, mais même de la décroissance démographique sévère que pourrait connaître le Japon, que connaîtra le Japon et les mégapoles, même si Tokyo est peut-être moins victime, serait moins victime de cela parce que garde une grande puissance d'attractivité, hein. Y a-t-il aujourd'hui des réflexions menées sur l'avenir des espaces qui pourraient devenir des espaces moins denses, moins peuplés, voire des espaces quasiment vides? Y a-t-il justement dans une perspective anthropocène, à l'échelle non pas d'une shrinking city, mais d'un shrinking
d'une shrinking country, d'un pays qui rétrécit, hein, y a-t-il des réflexions sur la mise en réserve de certains types d'espaces pour développer des espaces de régénération des écosystèmes, des espaces de remise en place de biotopes, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est absolument pas abordé aujourd'hui dans le cadre des politiques urbaines tokyoïtes et des politiques urbaines au Japon en général? Alors, peut-être 3 éléments, mais vraiment rapidement sur cette question-là. Premier élément, c'est que pour l'instant, j'ai le sentiment que ce sont des choses un peu en timbre-poste qui se font sur des opérations de renaturation d'espaces abandonnés, et en particulier avec des réflexions tout à fait intéressantes sur les friches urbaines et sur les indésirables, que ce soit les espaces indésirables ou les populations animales, végétales indésirables. Donc il y a effectivement une réflexion intéressante, et j'ai des collègues à Genève qui travaillent sur ça, pas forcément qu'au Japon, mais dans d'autres espaces shrinking à travers le monde. Deuxième élément sur ça, c'est que je vois le dépeuplement du Japon et la façon dont Tokyo se positionne un peu comme un jeu d'équilibriste quand l'eau monte. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une pièce où l'eau monte, pour ne pas vous noyer et garder la tête hors de l'eau, vous montez sur les autres. Mais Tokyo, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'elle a son réservoir de population, et dans un contexte où ça se dépeuple, il faut qu'elle trouve les moyens de continuer à attirer de la population, et donc du coup, mécaniquement, à faire perdre les autres territoires nationaux, leur propre population, et donc aussi leurs propres capitaux, leurs propres richesses, etc. C'est-à-dire aspirer jusqu'à la dernière goutte les éléments qui lui permettent de se maintenir à flot quasiment tel quel. Et puis le troisième élément, et là c'est peut-être encore plus cynique, c'est que dépopulation ne peut pas forcément dire contraction urbaine, en tout cas pas systématique. Vous pouvez très bien multiplier les logements dans un contexte où vous perdez des habitants en déconcentrant les familles. C'est-à-dire que imaginez une population où tout le monde vit avec des cellules de 2 ou 3 personnes, et lorsque vous arrivez à suffisamment avancer les divorces, ou à suffisamment avancer les vies éclatées et les cellules familiales éclatées, par exemple en mutant des gens loin et en laissant des familles, enfin en séparant les familles, vous allez pouvoir comme ça multiplier des logements qui ne sont occupés que par une personne, alors qu'avant, elle était occupée par 2 ou 3 personnes, et donc du coup, mécaniquement, garder un stock de logements à peu près stable dans une société décroissante. Merci beaucoup, Raphaël, de cette réponse qui n'est pas complètement enthousiasmante dans la perspective qu'elle trace, mais gardons le moral néanmoins. Je vais vous proposer, sauf si Vincent, tu as un remords ou quelque chose à dire, je vais vous proposer de vous laisser dormir en paix et de profiter de cette nuit tokyoïde qui s'est installée derrière vous. Saluez l'empereur pour nous, parce que vous n'êtes pas très du palais impérial. Je voulais vraiment vous remercier de votre communication. Rappelez à tout le monde que cette communication sera en ligne tout bientôt, hein. Vous pourrez donc la reprendre, retrouver les diapositives que Raphaël nous a présentées. Et puis, Vincent, rappelez que demain, il y a une autre séance Oui. et de la chair et du cendre qui organisée, dont tu peux peut-être parler. Oui, demain, on accueille Myra Heard qui vient nous parler des flux de déchets, et qui vient nous parler des déchets, et notamment des déchets dans le Grand Nord. Et Myra est une grande spécialiste de la question des déchets, ça va être tout à fait passionnant. C'est à 11h30. Je pense que tout le monde a reçu le lien. Heure d'Ottawa. Heure d'Ottawa, absolument. Française, je crois. Voilà, 17h30 heure française. Et au Japon, au milieu de la nuit, pour ceux qui veulent mettre le réveil. Mais on trouvera d'autres moyens de répandre la bonne parole de Myra au Japon à des heures plus acceptables. Mais évidemment, on vous attend avec beaucoup de plaisir et d'impatience. Je pense que ça va être un moment tout à fait intéressant. Et le 1er décembre, il y aura la dernière séance pour
ce premier trimestre de l'année académique 2021-22 qui a été extrêmement intense, puisque je crois qu'on a organisé presque 8 ou 9 séances du séminaire. La dernière séance, le 1er décembre, sera consacrée à la question de la biodiversité urbaine avec Philippe Clergeau, qui est professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle en France et qui est un des grands contributeurs scientifiques en France de la réflexion sur la biodiversité urbaine, hein, sur la relation entre les écosystèmes et l'urbanisation. Voilà, ce sera le 1er décembre à 16 h, heure française. Merci beaucoup, Raphaël. C'était vraiment formidable, intéressant et évidemment, on peut continuer la conversation longtemps, mais on a un peu pitié quand même. On ne peut pas vous garder debout toute la nuit, mais il va sans dire qu'il faut qu'on continue cette conversation. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci et bon courage et à très bientôt, Raphaël.